Le Premier ministre poursuit son séjour à Abuja, marqué par d'intenses activités entre la réunion de haut niveau sur le forum économique et les nombreuses audiences reçues et accordées. Moussa Mara n'a pas eu une minute pour souffler. À l'hémicycle, les députés se sont intéressés hier à plusieurs projets relatifs à la lutte contre la corruption, à la création de l'Observatoire national de l'emploi et de la formation et au statut général des fonctionnaires, entre autres sujets. Au final, 4 projets de loi sur les 5 proposés ont été adoptés. En football, éliminatoire CAN Junior Sénégal 2015, nos Aiglons sont à Ouagadougou pour affronter en match aller les étalons juniors du Faso demain samedi. Ils y sont allés bien préparés. Notre desk sport était à la dernière séance d'entraînement que nous vous proposerons en fin de journal. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal que nous ouvrons par les audiences accordées par le président de la République ce vendredi. Ibrahim Boubacar Keïta a reçu la mission d'évaluation de l'ONU en visite au Mali. La mission est venue féliciter et encourager le chef de l'État pour les actions qu'il mène pour la paix au Mali. Il a été également question du renouvellement du mandat de la MINUSMA en juillet prochain. Auparavant, le chef de l'État avait reçu successivement l'émissaire du président nigérien et l'ordre des avocats du Mali. Le compte-rendu des audiences avec Mohamed Diarra. Le Mali enregistre des avancées significatives sur le chemin de la normalisation après la crise qu'il a traversée. C'est un constat fait par la mission d'évaluation multisectorielle de l'ONU qui séjourne dans notre pays. La mission est venue à Koulouba pour rendre compte au président de la République après la tournée qu'elle a effectuée dans la région nord du Mali et la rencontre qu'elle a eue avec la société civile. Au cours des échanges, il a été question de la prorogation du mandat de la MINUSMA qui s'achève en juillet. Et le secrétaire général doit présenter un rapport au Conseil de sécurité. Et nous sommes venus au Mali pour rencontrer les autorités, la société civile, différents acteurs, aussi avec des consultations avec la communauté internationale. Nous sommes déplacés en province aussi, à Kidal, à Gao. Nous avons eu des réunions avec le Premier ministre, avec des ministres, et maintenant j'ai eu le grand honneur d'être reçu par le chef de l'État, le président de la République, parce qu'il est très important pour nous de connaître les priorités du gouvernement malien, de la société malienne, la vision du président de la République, pour voir de quelle façon nous, la communauté internationale, les Nations Unies, nous pouvons aider, accompagner, soutenir ces efforts que font les citoyens maliens. Les Nations Unies vont apporter tout ce qu'il faut comme soutien pour aider le Mali dans le processus de réconciliation. J'étais ici il y a 14 mois pour préparer le rapport du secrétaire général qui a créé cette mission. Et après 14 mois, on voit avec une énorme satisfaction que le pays a fait des progrès énormes dans beaucoup de domaines. Les élections présidentielles, législatives, vous vous préparez pour les élections communales. Le pays est très apaisé. Il y a tous les aspects de droits de l'homme, de développement qui arrivent. Mais naturellement, il y a encore beaucoup de choses à faire. L'insécurité dans le nord est toujours présente. Et nous voulons faire les améliorations nécessaires dans la composition de la force de la MINUSMA pour continuer à aider les FAMA, la gendarmerie et la police malienne pour continuer les efforts de stabilisation dans le nord et appuyer les efforts du gouvernement pour rétablir cette présence institutionnelle aussi dans le nord et continuer aussi à appuyer les initiatives du gouvernement dans le processus de dialogue et de réconciliation et de paix nationale. Toutes ces démarches ont pour but la sécurisation de la bande sahélo-saharienne. Et c'est justement dans cet esprit que le chef de l'État a reçu l'émissaire du président de la République du Nigeria. Le Nigeria du Mali, nous sommes du pays dans le CEDEAO ou ECOWAS. Donc il y a un message qui concerne la sécurité des sous-régions, la sécurité du Nigeria et la sécurité du Mali. Nous devrons, Mali et les autres pays du CEDEAO, doit coopérer, doit travailler très dur pour combattre cette menace. La dernière audience de la journée a été celle que le président de la République a accordée à une délégation du Conseil de l'ordre des avocats du Mali. Essentiellement d'une visite de courtoisie à M. le président de la République, au premier magistrat, au président du Conseil supérieur de la magistrature
mais au chef de juridiction qu'il est. Donc nous avons fait le tour d'horizon de toutes les questions juridiques et particulièrement de l'exercice de la profession d'avocat. Nous avons parlé d'un peu de tout concernant notre profession, de la formation à l'exercice, aux textes qui nous régissent et à nos relations avec les autres institutions judiciaires. De ces audiences, on retient la volonté du président de la République et de ses interlocuteurs de faire du Mali un pays stable avec comme socle la promotion des droits de l'homme. Le Premier ministre Moussa Mara poursuit sa visite à Abuja au Nigeria où il prend part aux travaux du 24e Forum économique mondial sur l'Afrique. Hier jeudi, le Premier ministre a été reçu en audience par le président nigérian Goodluck Jonathan. Moussa Mara était porteur d'un message du président Ibrahim Boubacar Keïta. Les deux parties ont réitéré leur solidarité dans la gestion des crises actuelles et entendent renforcer leur coopération. Écoutons le Premier ministre Moussa Mara. Le président Ibrahim Boubacar Keïta nous a chargé de venir dire à son Excellence Goodluck Jonathan qu'il compte sur sa médiation et sa comédiation, comme il compte sur la comédiation de son Excellence Blaise Compaoré, pour accompagner l'élan nouveau qui a été imprimé au processus de paix et de relance sur toutes les questions relatives au Nord. Il a aussi indiqué sa solidarité qui a toujours été constatée avec le Nigeria par rapport à tout ce qui se passe en ce moment lié au terrorisme, lié à tous les actes négatifs qu'il faut déplorer ici au Nigeria. Mais aussi lui assurer de sa disponibilité à continuer à œuvrer avec le Nigeria pour d'abord le renforcement de la coopération cordiale entre nos deux pays, mais aussi un combat quotidien et implacable contre le terrorisme aveugle, le djihadisme stérile et aveugle. Ce sont ces messages-là que nous sommes venus transmettre au président de la République du Nigeria, qui en retour nous a assuré de toute sa disponibilité à aller dans ce sens. Un émissaire va être envoyé à Bamako demain pour transmettre un message du président Jonathan qui va dans le même sens. Donc les relations entre nos deux pays sont très bonnes. Et dans les jours à venir, nous allons œuvrer à travers la grande commission mixte, mais aussi et surtout à travers une prochaine visite du chef de l'État, Ibrahim Boubacar Keïta, ici au Nigeria, à mettre la coopération entre nos deux pays à la hauteur de ce qu'elle est au niveau de nos deux peuples. Le Nigeria est un pays leader en Afrique, est un pays leader en Afrique de l'Ouest, est un pays qui a beaucoup à donner au Mali et a beaucoup à recevoir au Mali. Et le Mali, en retour, évidemment, pourrait gagner beaucoup à travailler davantage avec ce grand pays. Ce sont ces messages que nous sommes venus traduire ici et nous avons eu au président Goodluck Jonathan un interlocuteur attentif et ouvert, ce qui augure du bien pour demain. Et voilà, et le message du président nigérian a été reçu aujourd'hui par le président de la République. Toujours hier, jeudi, le Premier ministre a pris part à la réunion de haut niveau sur l'initiative africaine sur l'infrastructure stratégique, un lieu d'échange autour des questions d'infrastructure de développement de l'Afrique. On retiendra que la Banque africaine de développement est prête à faire plus dans le projet du corridor Bamako-Dakar. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux Thiessira Dambélé et Idrissa Traoré. Autour du président nigérian, ceux de la Tanzanie, du Bénin, du Sénégal, les chefs de gouvernement du Mali, de la Côte d'Ivoire, l'Union africaine et le Népad pour parler d'infrastructures pour le développement de l'Afrique. Une initiative qui a regroupé également les institutions publiques et privées de financement sollicitées pour participer à l'effort de développement. Juste après la rencontre, une séance de travail avec un haut cadre de la BAD sur le projet du corridor Bamako-Dakar. La BAD est prête, même les autres partenaires aussi, notamment la Banque mondiale et tous les autres, à agir immédiatement. Et là, nous avions une petite séance de travail pour voir si déjà d'ici la tenue des assemblées générales de la BAD à Kigali, dans 10 jours, nous pourrions déjà signer quelque chose
et nous mettre immédiatement au travail. Tous sont unanimes que le développement passe par le développement d'infrastructures solides qui puissent servir réellement à l'économie. Si les institutions de financement aimeraient ne pas trop investir dans les études de faisabilité, les États, eux, insistent sur la rentabilité des projets. Nous avons échangé sur les soucis particuliers des pays, mais aussi la volonté commune de doter nos régions d'infrastructures qui lient nos pays. Et à ce titre, nous avons insisté sur le fait que le Mali, plus que beaucoup d'autres pays, a intérêt à ce que nous ayons des grandes infrastructures de liaison, que des routes ou des corridors puissent permettre de lier le Mali avec ses voisins vers d'autres pays du continent, que nous ayons l'interconnexion électrique permettant aux pays de partager les ressources énergétiques, que nous ayons aussi des infrastructures dans le domaine des technologies d'information et de communication. Nous avons insisté sur ce fait. Et nous avons aussi parlé de la nécessité que nous soutenions la production. Les infrastructures, c'est les moyens d'acheminement de production. La production, c'est ce qui va permettre d'assurer la rentabilité des infrastructures. La Banque africaine de développement a développé d'ailleurs une initiative appelée Afrique 50 pour faciliter le montage des projets de développement et de recherche de financement. C'est surtout pour compresser les délais de la conception à l'exécution finale d'un projet de développement. Selon les statistiques, dans notre zone en tout cas, ça prend 15 ans. 15 ans, on a le temps de voir venir et peut-être le projet risque de perdre sa crédibilité. Donc il est souhaitable qu'on puisse raccourcir les délais pour que ce qui est réalisé ailleurs sur la planète en termes de performance, d'accélération, de rapidité, de réalisation des projets d'investissement, qu'on puisse aussi le constater dans notre pays. Donc cette initiative, la BAD est encouragée. D'ailleurs, c'est celle-là sur laquelle nous allons nous baser pour réaliser le projet de chemin de fer avec le Sénégal. Cette session de haut niveau a été une occasion pour le Premier ministre malien d'avoir d'autres rencontres bilatérales en vue de faire avancer d'autres projets dans le pipeline. Et les activités de ce matin du Premier ministre l'ont conduit à la session sur la promotion du commerce intra-africain. Notons que Moussa Mara a également eu, depuis son arrivée à Abuja, plusieurs entretiens avec de nombreuses personnalités et il s'est prêté aux questions de la presse. Le point avec nos envoyés spéciaux, Tchessira Dambélé et Idrissa Traoré. Après la rencontre avec son homologue chinois, le Premier ministre Moussa Mara a rencontré les chefs de gouvernement de deux pays partageant une frontière avec le Mali. D'abord, celui de la Côte d'Ivoire, également présent à Abuja, dans le cadre du Forum économique mondial. Une occasion trouvée pour parler de questions qui tiennent à cœur les deux personnalités. Notamment les problèmes d'interconnexion électrique, les problèmes de l'oléoduc et les problèmes relatifs au chemin de fer, entre autres. Et nous avons ensemble décidé que les ministres des Affaires étrangères des deux pays devraient pouvoir se voir dès que possible pour pouvoir travailler dans le cadre de la commission mixte de coopération qui existe heureusement entre nos deux pays. Donc je voudrais remercier notre frère d'être venu nous saluer et lui dire vraiment notre disponibilité à coopérer avec le Mali chaque fois qu'il le voudra et dans les secteurs qu'il voudra. L'autre chef de gouvernement rencontré est celui du Niger. Moussa Mara était allé témoigner de la gratitude du Mali pour tout ce que ce pays a fait, continue de faire et va faire pour que le Mali sorte définitivement de la crise. Le Niger est un pays qui, depuis le début de la crise malienne, c'est-à-dire depuis janvier 2012, a eu et a les mêmes positions, à la virgule près. Position invariable, qui consiste à affirmer la nécessité de la restauration de l'intégrité du territoire de notre pays, de la restauration de la souveraineté de l'État malien sur l'ensemble du territoire de notre pays. Et cette position a le mérite de la clarté. Donc c'est en tant qu'ami, en tant que jeune frère, que je suis venu le saluer. Nous avons participé aux travaux du forum ensemble. Nous avons eu l'occasion d'échanger par ailleurs par rapport à tout ce que nous envisageons de faire dans les jours à venir pour la résolution de la crise.
À son hôtel, le Premier ministre a reçu en audience d'autres personnalités, notamment le représentant personnel pour l'Afrique de la chancelière allemande, Solon Gunternuk. Il était venu parler des relations entre le Mali et l'Allemagne, ce pays qui a été le premier à reconnaître le Mali indépendant et qui continue de l'appuyer dans son développement et pour surmonter la crise sécuritaire. L'envoyé allemand a souhaité que le processus de paix et de réconciliation engagé au Mali aboutisse rapidement. Quant au représentant de la JICA, l'agence de coopération japonaise, il était venu réaffirmer la disponibilité de son pays à accélérer la coopération Mali-Japon avec l'amélioration de la situation au Mali. La JICA intervient au Mali dans plusieurs secteurs, parmi lesquels l'éducation et l'accès à l'eau potable. Le Premier ministre a également répondu aux sollicitations des médias s'intéressant au Mali. C'est ainsi qu'il a répondu aux questions de la télévision du Forum économique mondial, à celles de la chaîne de télévision nigériane Channels, de même qu'à un organe en ligne new-yorkais. En marge des travaux du Forum économique mondial à Abuja, le ministre du Commerce et celui de l'Industrie et des Investissements ont rencontré le directeur général adjoint de l'Organisation mondiale du commerce et le directeur général de la Banque africaine d'import-export. Avec le premier, il a été question de l'aide technique que pourrait apporter l'OMC pour augmenter l'offre du Mali sur le marché international et avec la Banque africaine d'import-export des possibilités de financement du commerce au Mali. D'ailleurs, la banque compte envoyer bientôt une mission à Bamako pour mieux évaluer les opportunités. Ici, à Bamako, le président de l'Assemblée nationale a reçu successivement en audience l'ambassadeur du Tchad au Mali, les représentants de la MINUSMA, de la CEDEAO et de la Banque mondiale. Les sujets abordés au cours des audiences, c'est avec Rachel Tessoubi. La première personnalité reçue par le président de l'Assemblée nationale est le nouvel ambassadeur du Tchad au Mali, avec résidence au Niger. Il a insisté sur la redynamisation de la coopération économique entre nos deux pays. On a surtout parlé de la nouvelle dynamique qui se crée dans le cadre des relations entre le Tchad et le Mali, surtout avec la crise malienne et l'intervention des forces armées tchadiennes au Mali. Le retour définitif de la paix au Mali préoccupe nos partenaires. C'est le but de la présence de la MINUSMA à l'Assemblée nationale. Il faut continuer à travailler dans beaucoup de domaines. Il y a le processus non seulement sécuritaire, de stabilité, mais aussi celui de le volet politique, dialogue, réconciliation nationale. Et nous sommes ici enfin pour revoir le mandat de la mission. Des représentants de la CEDEAO étaient présents à l'Assemblée nationale. Ils ont discuté avec le président de l'institution de la déclaration de politique générale du gouvernement malien. La déclaration de politique générale, c'est un dossier qui est une boussole aussi pour nous. Ça nous permet de savoir exactement les ambitions du gouvernement en matière de développement. Et nous savons où le gouvernement va. Nous savons les moyens humains, financiers, matériels et programmatiques que le gouvernement s'est donné pour atteindre les objectifs qu'il s'est fixés. Quant au représentant de la Banque mondiale, il a insisté sur l'importance de l'éducation et de l'agriculture dans le développement du Mali. Nous avons discuté du programme, n'est-ce pas, de collaboration entre la Banque et le Mali. Et les programmes de développement que la Banque mondiale finance ici, notamment, on a beaucoup parlé de l'agriculture, de l'éducation, parce que c'est les deux piliers, en fait, de la nation. Nous sommes à l'Assemblée nationale, restons-y. 5 projets de loi étaient à l'ordre du jour de la séance plénière d'hier. Ces différents projets de loi sont relatifs à la prévention, à la répression de l'enrichissement illicite, le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, phase 2. Les 2 premiers projets de loi effectivement discutés ont été adoptés à l'unanimité. Les précisions de Mahamadou Doumbia. Dès le début de cette session ordinaire, le projet de loi 1405, 5L relatif à la prévention et la répression de l'enrichissement illicite a été renvoyé à une date ultérieure pour complément d'information.
Les deux autres premiers projets de loi discutés par les députés sont respectivement relatifs à un accord de financement signé à Washington le 8 octobre 2013 entre le gouvernement du Mali et l'Association internationale de développement IDA pour le financement d'un programme de production agricole en Afrique de l'Ouest, phase 2, pour un coût de 31 milliards de francs CFA. Ce vaste programme a surtout vraiment donc pour objet d'abord d'inscrire notre pays dans cette dynamique sous-régionale et régionale, permettant vraiment donc d'aller assez vite à l'atteinte des objectifs vraiment donc de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, et donc de voir essentiellement quels sont les maillons qui étaient les plus en retard, sur lesquels on peut intervenir, non seulement donc faciliter l'intégration sous-régionale. L'objectif de ce projet est de générer et d'accélérer la production, la diffusion et l'adoption de technologies améliorées dans les domaines des cultures agricoles prioritaires des pays participants. Ce projet de loi a été adopté à l'unanimité par 126 voix pour, 0 contre, 0 abstention. Le second projet de loi 14-18-5L porte sur le statut général des fonctionnaires. Pour cause, le seuil de la fonction publique étant la catégorie C, l'indice de base de cette catégorie qui était de 151 devient 155. Ainsi, la nouvelle grille de l'indice plancher passe de 351 à 360 pour la catégorie A, 244 à 250 pour la catégorie B2 et de 215 à 220 pour la catégorie B1. Les indices planchers passent respectivement à 920 pour la catégorie A, 677 pour la catégorie B2, 600 pour la catégorie B1 et 540 pour la catégorie C. La grille dont nous proposons la correction comportait effectivement des disparités, des incohérences, et nous l'avons intégré également une certaine harmonisation des primes et indemnités. Parce qu'avant, il y avait à peu près 800 indemnités et 700 primes qui cohabitaient dans le système des salaires. Avec les travailleurs, nous avons convenu, pour être plus pratique et pragmatique, de les harmoniser pour donner plus de lisibilité à l'avenir par rapport à l'utilisation des primes et des indemnités. Loin d'être confondu à une augmentation de salaire, la plus grande innovation apportée par ce projet de loi est que la progression indiciaire devient régulière à l'intérieur de chaque grade et le rythme augmente avec l'élévation des grades et de catégories. L'application de cette loi avait été retardée en consensus avec l'UNTM pour raison de crise qu'a connue notre pays. Mais depuis janvier 2014, elle est prise en compte. Ce projet de loi très apprécié ne fait que corriger des lacunes jadis constatées. Il a été donc adopté par les députés par 122 voix pour, 0 contre, 0 abstention. Les deux derniers projets de loi adoptés par l'Assemblée nationale sont relatifs à la création de l'Observatoire national de l'emploi et de la formation et le statut général des fonctionnaires. Ces deux projets de loi ont fait l'objet de débats houleux à propos de l'utilité de leur création. Ils ont finalement été adoptés à Mahamadou Doumbia pour les précisions. Les deux derniers projets de loi soumis aux députés et qui ont fait couler beaucoup de salive et conduit les débats de 10h à 22h, c'était les projets de loi de ratification portant création de l'Observatoire national de l'emploi et de la formation. Au dire des députés, avec la création de cet observatoire, quels seront finalement les rôles assignés à l'ANPE et à l'APEJ? Placé sous la tutelle du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, l'Observatoire national de l'emploi sera un établissement public à caractère scientifique et technologique, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. L'ANPE a un certain nombre de missions, 7 ou 8 missions, et l'Observatoire ne prendra que 2 missions à peu près. On a le FAFPA, on a l'APEJ, on a l'ANPE. Elles ne sont pas dotées de la même manière. Donc nous sommes en train de lancer, avec l'appui du Bureau international du travail, une étude diagnostique pour savoir comment nous allons mutualiser ces ressources-là. Ce projet de loi 2013-024 a été adopté à l'unanimité par 125 voix pour, 0 contre, 0 abstention. Le second projet de loi est relatif à la ratification d'un accord de financement signé à Bamako le 23 décembre 2013 entre le gouvernement du Mali et l'Association internationale de développement IDA pour le financement du projet de système hybride d'électrification rurale. Ce projet de loi a soulevé des questions assez complexes à propos des résultats de l'AMADER, jugés insatisfaisants par certains députés. Selon le ministre, l'AMADER, l'Agence malienne pour le développement de l'énergie domestique et de l'électrification rurale, a eu certes des acquis et des faiblesses constatées seront justement corrigées avec la mise en place des systèmes hybrides d'électrification rurale. Au début de l'AMADER, les promoteurs sont venus de tous horizons,
avec des formations différentes. Et cela a été un grand problème dans la mise en œuvre de leur propre projet, d'abord par rapport au recrutement et à l'organisation du personnel exploitant, et surtout un problème dans la gestion financière, administrative et technique. Au constat de tous ces problèmes que nous avons décidé, avec l'appui de la Banque mondiale, d'initier ce programme d'électrification rurale avec des centrales hybrides, qui est totalement différente de ce que nous avons connu par ailleurs avec la production thermique. Ce second projet de loi a été adopté par 127 voix pour, 0 contre, 0 abstention. Il s'agit aujourd'hui de s'inspirer de l'ensemble de ces échecs-là pour pouvoir améliorer en tout cas la qualité du service. Et je pense que c'est ça l'intérêt du débat d'aujourd'hui, parce que nous sentons quand même que dans les différents rapports qui nous ont été présentés, qu'on s'est beaucoup inspiré des faiblesses, des échecs, et envie de mieux rebondir pour pouvoir fournir aux Maliens en tout cas un service de qualité. Nous avons voté toutes ces lois avec la majorité. Nous l'avons fait pour l'intérêt du Mali. Nous l'avons fait parce que nous avons estimé que toutes ces lois, c'est des lois qui vont dans l'intérêt du peuple malien pour l'amélioration des conditions de vie de nos populations. À la fin de cette session, la composition des groupes d'amitié a été rendue publique. Ces groupes d'amitié ouvrent davantage notre Assemblée nationale à d'autres parlements du monde entier. Le président du Conseil économique, social et culturel a reçu en audience ce matin la tribune des jeunes pour le droit au Mali, le RECOTRAD et le ministre du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions. Au centre des échanges, le développement du Mali, compte rendu de Kadidia Tokone. Une matinée de vendredi bien chargée pour le président du Conseil économique, social et culturel. Jamil Bitar a reçu en audience le ministre du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions. Bokar Moussa Diarra effectue ainsi une visite de courtoisie au président du Conseil économique, social et culturel. Les institutions de la République sont extrêmement importantes. Elles ont besoin d'être fortes. Mais pour faire cette force, il faut que les hommes qui les animent comprennent bien les relations, la nature des relations qu'ils doivent développer entre eux. Je suis venu proposer à Monsieur le Président et à son Conseil que ce que je souhaite, c'est qu'au-delà des relations administratives, au-delà des relations d'institution à institution, que nous puissions mettre une charge de notre propre humanisme dans nos relations. Par les temps qui courent, la dégradation des mœurs est une réalité tangible dans notre pays. Et les gardiens de la tradition veulent faire entendre leur voix. Les responsables du réseau des communicateurs traditionnels pour le développement au Mali et en Afrique de l'Ouest, RECOTRAD, sont venus informer Jamil Bitar de la tenue d'une campagne de sensibilisation pour le retour des valeurs positives de notre pays. Nous ne pouvions pas envisager cette campagne sans venir prendre l'avis de cette institution qui est chargée de la promotion de la culture au Mali. Nous sommes venus donc prendre l'avis du président du Conseil et de ses collaborateurs. Après les membres du RECOTRAD, c'est au tour de ceux de la tribune des jeunes pour le droit au Mali d'être reçus par le président du Conseil économique, social et culturel. Cette association des jeunes juristes a pour but la promotion et la protection des droits au Mali. Nous étions venus présenter notre structure au président du Conseil économique, social et culturel et éventuellement proposer au président du Conseil d'être le président d'honneur de la cérémonie officielle du lancement de nos activités 2014-2016. Le président du Conseil économique, social et culturel, Jamil Bitar, s'est félicité de ces visites en promettant toute sa disponibilité et celle de son institution à accompagner les actions de ses hôtes du jour. Notez que le ministre du Travail, de la fonction publique et des relations avec les institutions, Bokar Moussa Diarra, quitte Bamako ce soir pour Marrakech au Maroc. Il prendra part aux travaux de la 52e session du Centre africain de formation et de recherche en administration et le développement qui se tiendra du 12 au 14 mai dans la ville.
Le statut de Rome de la Cour pénale internationale est un instrument de promotion des droits de l'homme, mais peu connu du public. Pour le faire connaître, un atelier a été organisé à l'intention de la société civile et autres défenseurs des droits de l'homme. Une initiative de la coalition malienne pour la Cour pénale internationale et ses partenaires. Le reportage de Sorona Kamisoko. 14 ans après sa ratification, le statut de Rome de la Cour pénale internationale est expliqué aux organisations de la société civile. Objectif, favoriser l'appropriation de cet instrument juridique qui a pour mission de contribuer à éradiquer l'impunité des crimes relevant de la compétence de la Cour pénale internationale. Ces échanges de 2 jours sont à l'actif de la coalition malienne pour la Cour pénale internationale. Le Mali a ratifié le 16 août 2000 le statut de Rome de la Cour pénale internationale. Il a aussi procédé en 2001 à la relecture de son arsenal juridique national à travers notamment le Code pénal et le Code de procédure pénale pour domestiquer le statut de Rome de la Cour pénale internationale. Il a signé en 2012 un accord pour l'exécution des peines. Au cours donc de nos 2 jours de réflexion, des propositions concrètes qui pourront faire avancer ces débats, mais également des recommandations précises qui permettront donc à la coalition malienne de continuer le travail de veille et d'éveil autour donc des préoccupations de la justice pénale internationale. Le ministre en charge de la justice, Mohamed Ali Bachili, a saisi l'opportunité pour réaffirmer l'engagement de son département pour une plus grande promotion des droits de l'homme au Mali. Si vous pouvez contribuer à améliorer la qualité de la réception dans le droit pénal malien du droit pénal international relatif à la Cour pénale internationale, eh bien, vous aurez fait faire un progrès remarquable en ce sens-là. Cet atelier a été possible grâce au soutien de la coalition africaine pour la Cour pénale internationale et ses partenaires. Le ministre de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la Reconstruction du Nord a rencontré ce vendredi à Ségou les déplacés de la région. À l'issue des échanges, plusieurs problèmes dont la scolarisation des enfants ont été évoqués. Aux préoccupations, le ministre Amadou Konaté entend apporter des solutions. Candesila. En rencontrant les personnes déplacées, le ministre de la Solidarité, de l'Action humanitaire et de la Reconstruction du Nord voulait faire le point de la situation des déplacés et les dispositions à prendre pour une gestion de leurs préoccupations. À ce jour, la région enregistre 16 343 personnes déplacées qui n'ont pas encore regagné leur terroir. En dépit des efforts consentis pour leur prise en charge, plusieurs problèmes spécifiques dont la scolarisation des enfants ont été évoqués, auxquels le ministre entend apporter des réponses. L'éloignement géographique a fait que les enfants n'ont pas toujours pu faire les 2 allers et retours de la journée. Nous allons dorénavant faire en sorte que les établissements où il y a une forte concentration de population déplacée, il y ait la mise en place d'une cantine scolaire. La deuxième, c'est de faire en sorte qu'une distribution gratuite, conséquente, alimentaire se fasse dans ces zones et que cela soit assorti d'un appui en activité génératrice de revenus. Au nom des autorités, le ministre a remis une enveloppe symbolique d'1 million de francs CFA. Outre cette rencontre, le ministre a pris contact avec les responsables de ces services déconcentrés, puis avec ceux de certaines structures conventionnées impliquées dans la gestion de l'assurance maladie obligatoire et avec la presse. Ces rencontres et des visites des installations ont permis au ministre d'évaluer l'ancrage de la solidarité et du développement social à l'issue de ces 2 journées à Ségou. Ici, dans la capitale, le ministre des Affaires religieuses et du culte a effectué une visite dans 6 radios confessionnelles du district de Bamako et le complexe scolaire Marie Auxiliatrice. Tiano Mar As Diallo voulait s'enquérir des conditions de travail des agents et les exhorter à prêcher davantage l'esprit de paix et de tolérance. La visite a été suivie par Al Dumatina. La cohabitation entre les confessions religieuses est l'une des valeurs de stabilité de notre pays. C'est pour renforcer davantage cet aspect empreint d'entraide, de tolérance et de solidarité que le ministre des Affaires religieuses et du culte a initié cette visite au complexe scolaire Marie Auxiliatrice. Dans cette école privée catholique sise à Niamana,
Le ministre Thierno As Diallo a affirmé sa satisfaction et son accompagnement à l'endroit de cette école qui, depuis son ouverture, a toujours été un modèle d'interconfession religieuse. Même si c'est une école catholique, ensemble, chrétiens, non-chrétiens, musulmans, on peut arriver à construire ensemble un avenir meilleur pour nos enfants. L'autre temps fort a été la visite des 6 radios confessionnelles dans le district de Bamako. Il s'agit de la radio islamique, Nieta, c'est-à-dire le progrès, la radio de l'unité, la radio Dambi. À celle-ci s'ajoute la radio Espoir et la bonne nouvelle. Dans ces différents endroits, le ministre a visité les installations pour s'enquérir des conditions de travail du personnel. La mission de ces médias confessionnels est de porter la voix de la religion pour un Mali de paix. J'ai souhaité cette visite pour apporter ce message permanent du président de la République, El Hadji Ibrahim Boubacar Keïta, auprès donc des animateurs et des responsables de ces radios musulmanes et chrétiennes, d'être les vecteurs de messages de paix, de réconciliation, d'amour. Puisque c'est des radios qui parlent au nom de Dieu, au nom des prophètes, et l'exemplarité des prophètes, que la paix et le salut du Seigneur soient sur eux, c'est des attitudes d'humilité, de pardon et d'acceptation du vivre pluriel. Cette visite de plus de 5 heures d'horloge du premier responsable du département des affaires religieuses et du culte lui a permis de mesurer toute la portée des radios confessionnelles dans la consolidation des libertés religieuses. Le ministre de la décentralisation et de la ville, accompagné des membres de son cabinet, a effectué des visites de prise de contact dans les services relevant de son département. À chaque étape, le ministre a mis un accent particulier sur le nécessaire engagement du personnel au travail, à la solidarité et à la recherche de synergie. Il a insisté sur l'implication attendue de tous pour la sortie de crise qui interpelle les agents aux différents échelons. Les travaux de la mini-session de la conférence épiscopale du Mali ont pris fin hier ici à Bamako. Pendant 2 jours, les évêques du Mali ont discuté de plusieurs aspects du pèlerinage catholique de Kita et de la vie sociale au Mali. Reportage de Laurent Diakité. Les travaux de cette mini-session ont d'abord porté sur l'examen et l'adoption des activités de la réunion de la 2e session ordinaire de l'année pastorale par rapport à l'organisation des commissions et secrétariats de la conférence épiscopale. Les évêques du Mali ont ensuite fait l'évaluation du pèlerinage catholique de Kita et l'élaboration d'un avant-projet des semaines sociales. Il y a beaucoup de satisfaction, il y a beaucoup d'acquis par rapport à ce pèlerinage, mais il y a aussi beaucoup d'attentes non satisfaites. Nous-mêmes avons pris une bonne note que, en face de toutes ces insuffisances qui ont été énumérées en termes d'accueil, il fallait que nous voyions avec le comité et en lien avec l'ensemble des frères et sœurs chrétiens et des amis, comment améliorer effectivement les infrastructures pour accueillir mieux et puis aussi pour nourrir mieux les pèlerins de plus en plus nombreux chaque année. En dehors de cela, nous avons eu à recevoir un avant-projet de ce qu'on pourrait appeler les semaines sociales. Les semaines sociales, c'est quoi? C'est permettre à non seulement la communauté chrétienne, les cadres, les chrétiens ordinaires et les personnes de bonne volonté de réfléchir sur la situation sociale du Mali. Les évêques du Mali ont adressé un questionnaire aux délégués diocésains afin de connaître leur point de vue sur le déroulement du pèlerinage de Kita, et cela avant la prochaine conférence épiscopale prévue en septembre 2014. La journée internationale de l'agriculture familiale a été lancée hier jeudi au CICB. Célébrée par la Coordination nationale des organisations paysannes, la journée souhaite valoriser l'agriculture familiale et les actions des petits producteurs. Aloussene Touré. Il y a plus de 500 millions de petites exploitations d'envergure familiale à travers le monde. Aussi, les exploitations familiales demeurent les plus grands pourvoyeurs de nourriture et d'emplois. Par ailleurs, ces exploitations se particularisent par le respect de l'environnement.
Autant de raisons pour les Nations Unies de prendre une résolution pour instituer cette journée de l'agriculture familiale. Elle a pour objet non pas de s'opposer à l'agriculture à grande échelle, mais de favoriser une production alimentaire et du coup réhabiliter le secteur rural. L'Organisation des Nations Unies a proclamé cette année l'année internationale de l'agriculture familiale. L'Union africaine célèbre, elle aussi, son année de l'agriculture et de la sécurité alimentaire. Nous devons donc profiter de cette occasion pour focaliser notre attention, nos politiques, nos activités de plaidoyer sur la promotion de l'agriculture familiale. La FAO a honoré notre pays à travers notre compatriote Ibrahima Koulibaly, désigné ambassadeur spécial de la FAO. Le thème retenu pour la présente édition est les exploitations agricoles familiales, fondement de la sécurité alimentaire. Ce thème est d'autant très pertinent car plus de 80% des 850 000 exploitations agricoles sont constituées de petits producteurs ou d'exploitations familiales agricoles qui contribuent à environ 95% à l'alimentation de la population malienne. Secteur d'avenir pour les jeunes, en particulier l'agriculture familiale, figure en bonne place dans les politiques nationales agricoles. La direction des finances du ministère de l'Agriculture a abrité hier jeudi la 3e session du comité de pilotage de son projet de résilience climatique. Il s'agit de faire une évaluation du projet et de faire des recommandations. Isaac Thienou. Il s'agit de la 3e revue comité de pilotage du projet résilience climatique dans la production agricole pour la sécurité alimentaire. Un programme mis en place pour répondre aux aléas des changements climatiques pour renforcer le secteur agricole. Au Mali, le climat se caractérise par une forte variabilité de la pluviométrie. C'est un phénomène qui n'épargne aucun secteur de développement. Du fait, depuis les années 68 jusqu'à maintenant, nous assistons un peu à la perte des repères. L'hivernage qui devrait démarrer au mois de juin n'arrive plus à démarrer en juin. À travers cette rencontre, les participants feront le point des activités réalisées et formeront des recommandations pour une meilleure réussite. L'un des soucis majeurs du gouvernement malien est d'assurer la sécurité alimentaire dans le pays. Voilà un ensemble de facteurs qui a amené le gouvernement du Mali et la FAO à pencher sur ce qu'on peut appeler la recherche d'alternatives à ces phénomènes de changement climatique. Donc, toute chose qui a abouti à l'avènement de ce projet d'adaptation au changement climatique qui doit pouvoir à la longue mettre à la disposition des producteurs des variétés adaptées aux différentes zones agroécologiques du pays, qui doit pouvoir mettre à la disposition des producteurs des technologies d'adaptation. Il s'agit maintenant pour les différents acteurs de se donner la main pour faire face à ce problème qui est aujourd'hui transversal. Handicap International lance un projet de prévention des incapacités des enfants de moins de 6 ans. Ce projet qui vient d'être lancé s'étalera sur 4 ans pour un coût de 500 millions de francs CFA. De quoi s'agit-il exactement? La réponse avec Adama Koulibaly. Handicap International mènera les activités du projet de concert avec les partenaires, ce qui explique l'organisation de cet atelier qui aura pour but de présenter les résultats finaux de la première phase du projet de détection, prise en charge et stimulation précoce qui vient de s'achever. Et aussi lancer la deuxième phase qui s'étalera sur 4 ans et concernera les communes de Bamako et Sigasso. Ça va être essentiellement un bilan aujourd'hui des activités qui ont été menées pendant les 3 années précédentes. Les activités là qu'on va développer là pendant la deuxième phase de 4 ans, on estime à 500 millions de francs CFA sur les 4 ans. Il s'agit de présenter les résultats de l'appui sur la mise en place d'un système de dépistage et de prise en charge précoce des déficiences chez les enfants de la naissance à 14 ans, mise en œuvre entre 2010 et 2013, et procéder au lancement de la deuxième phase avec les partenaires pour partager les informations avec ces derniers pour qu'ils jouent pleinement leur rôle durant les activités. Les responsables de l'Agence norvégienne pour la coopération et le développement étaient sur le terrain pour constater les résultats des activités menées par leur partenaire, la Fondation Strom. Nous faisons le point des visites avec Ibrahima Tchokari. C'est par Mopti Sévari qu'a débuté cette visite de terrain
des responsables de l'agence norvégienne pour la coopération et le développement, NORAD, principal bailleur de la Fondation Strom. Suite donc aux effets néfastes de la crise, la Fondation Strom a initié avec son partenaire un programme d'urgence orienté vers les enfants déplacés dans la région de Mopti. 800 enfants ont bénéficié de ce programme à travers la stratégie de scolarisation accélérée ou passerelle. Aujourd'hui, nous sommes à un nombre de 400 000 femmes depuis lors, ici au Mali, qui ont mobilisé plus de 9 milliards d'épargne. Je parle de l'argent chaud. Ce n'est pas des subventions qu'on accorde aux femmes. C'est que de la formation qu'on donne aux femmes sur divers éléments qui leur permet de se mettre en groupe de solidarité qu'on appelle les groupes EPC. Et il y a plus de 20 000 groupes dans lesquels ces femmes se trouvent aujourd'hui. J'ai trouvé que le programme est parvenu à inculquer à ces enfants, à enseigner à des enfants des compétences en un bref temps, ce qui est très, très important. Pour la tontine traditionnelle, je pense que c'est extrêmement important dans la mesure où ça permet aux femmes d'épargner de l'argent. Nous venons de signer un accord quinquennal avec la Fondation Strom sur la base du fait qu'ils sont en train de faire un travail merveilleux sur le terrain. La Fondation Strom a pour vocation d'initier des projets et programmes avec les bénéficiaires. Et la continuité de ces programmes doit être assurée par les populations. Allons à présent à Gao pour voir comment avancent les travaux de réhabilitation des services de la ville. Pour le savoir, le gouverneur de la région, Omar Baba Sidibé, a fait le tour de quelques chantiers cette semaine. Il ressort que les travaux avancent normalement, nous informe Drissa Kone. Cette visite du gouverneur de Gao intervient 2 semaines après l'octroi des ordres de service, c'est-à-dire le début réel des travaux par les 25 entreprises chargées des activités de réhabilitation des bâtiments administratifs et logements saccagés. Si certaines sont dans le délai qui se situe entre 90 et 120 jours, d'autres ont accusé un léger retard. Sur 28 projets qui ont été retenus, des réhabilitations de bureaux, de logements et d'équipements, au moins 24 sont en ce moment en train d'être exécutés. Bon, c'est vrai, certaines entreprises traînent un peu les pieds, d'autres sont en avance, mais nous pouvons estimer qu'on a déjà dépassé 20 à 25% de réalisation à ce stade précis. Cet effort constant de l'État malien pour la reconstruction des régions nord du Mali ne doit souffrir d'aucun préjudice, ajoutera le gouverneur. C'est pourquoi, malgré la canicule, Omar Baba Sidibé n'a pas hésité à effectuer cette visite. L'État a beaucoup fait. Parce que vous voyez, nous sommes en train de visiter en ce moment les infrastructures qui sont en train d'être réhabilitées. Et pour la région de Gao, pour la première tranche, c'est à peu près 8 milliards que l'État est en train de mettre à la disposition. Pour seulement la première tranche, 8 milliards sur lesquels il y a 3 milliards et un peu plus de 100 millions qui sont déjà injectés. Les entreprises ont salué ces passages du chef de l'exécutif régional qui ne pourrait que les galvaniser davantage. Comme particularité, cette première phase de réhabilitation ne couvre que les services régionaux. Une deuxième phase prendra en compte les services des cercles et des communes rurales de la 7e région. En 5e région, le PNUD a remis il y a quelque temps un lot d'équipement d'une valeur de plus de 230 millions de francs CFA au camp de Soufroulaye, un don bien apprécié par les représentants du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et ceux des départements de l'Environnement et de la Jeunesse. Mahamar Ibrahim Touré nous en parle. Ce lot d'équipements auquel s'ajoutent les travaux de réhabilitation du camp de jeunesse de Soufroulaye pour 232 millions de francs CFA est la réponse à une sollicitation du ministère de la Jeunesse et de la Construction citoyenne auprès du PNUD et ses partenaires FINEAP, BIT et FAO. Ce geste est apprécié à sa juste valeur par les représentants du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et de l'Environnement pour qui la jeunesse constitue un levier pour la plantation d'arbres et de l'assainissement. Le salut va à l'endroit des donateurs. Ils ont le souci de la reconstruction et la réconciliation. Et qui fait un geste à l'endroit de la jeunesse contribue et à la reconstruction et à la réconciliation. La jeunesse a un rôle extrêmement important dans la lutte contre la désertification. J'ai un appel très pressant à lancer aux jeunes
n'est-ce pas, de s'investir dans ce domaine. Je lance un autre appel à la jeunesse de s'investir dans le cadre de l'assainissement. Pour joindre l'utile à l'agréable, des arbres ont été plantés. Pour les responsables de la jeunesse, ce geste du PNUD renforcera les capacités d'intervention et de formation. Ce travail qui est fait va permettre au camp de renforcer ses capacités d'intervention en accueillant des jeunes dans de très bonnes conditions de travail et de séjour et en permettant beaucoup plus de formation, beaucoup plus de sessions et de formation pour que les jeunes du Mali, les jeunes de la sous-région puissent faire des séjours ici pour leur formation. Le ministre de la Jeunesse et de la Construction citoyenne et la délégation qui l'accompagne ont visité le chantier et les différents ateliers du camp avant de s'envoler pour Bamako. Parlons à présent sport football, éliminatoire CAN Junior Sénégal 2015. Le Mali joue demain samedi à Ouagadougou contre les étalons juniors du Faso. Pour ce match aller, les Aiglons espèrent faire le nécessaire avant le match retour ici à Bamako. Abdelkarim Kaba est allé les voir avant leur départ. Face aux étalons juniors, les Aiglons du Mali sont gonflés à bloc pour ramener une victoire précieuse de leur déplacement à Ouagadougou ce samedi au stade du 4 août. Pour ce match aller, l'entraîneur Fanyeri Diarra est confiant. En sélection pour la première fois, les jeunes du coach sont conscients de l'enjeu. On a l'occasion de montrer que cette génération a de l'avenir. Bon, c'est notre premier match et on espère qu'on ramènera la victoire du Burkina parce que ça sera bon pour le moral et puis pour la suite. On sait que tous les matchs seront difficiles. On essaiera de les aborder un à un avec le plus de sérieux possible et on espère qu'on passera ces tours sans difficulté. Comme le pays nous appelait pour venir jouer, ils ont eu confiance en nous pour venir jouer au pays. On doit faire malgré tout possible pour satisfaire le pays, pour aller au Burkina pour prendre la victoire pour venir, quoi. À l'internat depuis seulement une semaine, l'équipe est renforcée par l'arrivée de 4 expatriés, à savoir Adama Traoré, Youssouf Kone et Cheikh Keïta, tous évoluant en France. Et Boubacar Sissoko, lui, évolue au Canada. L'entraîneur Fanyeri Diarra pense avoir les ressources nécessaires pour contrer les plans de son homologue burkinabé malgré les regroupements tardifs. Contre les étalons juniors, les Aiglons joueront sans pression à Ouagadougou. Disons, passer le premier tour, ça il ne faut pas se le cacher. C'est un projet, c'est une ambition, c'est un objectif précis. On va au Burkina pour la manche aller, mais l'objectif c'est de passer le premier tour. Burkina Faso-Mali, c'est ce samedi à partir de 16h à Ouagadougou, comptant pour les éliminatoires de la CAN Junior Sénégal 2015. Voilà, bonne chance à notre équipe. Madame, Monsieur, ce journal se referme. Merci de votre aimable attention. Demain à 13h, vous serez avec Mohamed Touré. Je me ferai le plaisir de vous retrouver, s'il plaît à Dieu, dans l'édition du soir. Merci de votre fidélité. Bonne suite de programme sur l'ORTM.